Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, le Sénégal est sans nouvelles de sa meilleure élève. Diarisso est porté disparu en France depuis le 4 janvier. Son collège, Louis le Grand, ses amis et sa famille n'ont pas eu de ses nouvelles. Notre correspondant à Paris nous en dira plus dans ce journal. Le couvre-feu a l'effet d'un couperet pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Les acteurs se mobilisent et comptent trouver réparation face à ce qu'ils qualifient d'injustice. Et comment rallier son domicile après le travail avant 21h? Une vraie course contre la montre. C'est le scénario chaque soir pour la population active de Dakar. Les travailleurs rivalisent des géniosités entre raccourcis et changements de moyens de transport à découvrir dans cette édition. Bienvenue à tous. Paris, la disparition de l'étudiante Diarisso. Les autorités sénégalaises s'activent en coulisses pour retrouver l'étudiante sénégalaise, la meilleure élève du Sénégal, portée disparue depuis une semaine. La police française a ouvert une enquête et le président Macky Sall demande toute la lumière dans cette affaire. Nous retrouvons à Paris notre correspondant Abdoulatif Diop. La disparition de l'étudiante Diarisso devient de plus en plus inquiétante à Paris. Les autorités diplomatiques et consulaires s'activent en coulisses pour retrouver la meilleure élève sénégalaise 2018 et 2019. Scolarisée depuis l'année dernière au lycée Louis le Grand de Paris en deuxième année de CPGE scientifique, Diarisso n'a toujours pas repris les cours depuis la fin des vacances de Noël. L'établissement a saisi le service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger pour faire part de son inquiétude. Selon un communiqué du dit service de gestion des étudiants, le président Macky Sall a instruit les autorités diplomatiques de Paris de faire toutes les démarches nécessaires en vue de retrouver l'étudiante sénégalaise. Les autorités policières françaises compétentes sont saisies et une enquête a été ouverte selon le communiqué. La mission diplomatique sénégalaise en France est en contact avec les autorités locales et le lycée Louis le Grand à Paris pour retrouver saine et sauve notre jeune compatriote. Et s'il est vrai que Diarisso est introuvable et injoignable, ce n'est pas le cas de sa meilleure amie. Une affirmation du ministre Serigne Mbaye Thiam qui nous apprend qu'il a eu à échanger au téléphone à plusieurs reprises avec la meilleure amie de la disparue. Les travailleurs du secteur de l'hôtellerie et des bars et restaurants expriment leur ras-le-bol. Ils appellent leur syndicat à lutter contre ce qu'ils qualifient d'injustice. Le réajustement du couvre-feu est aussi une de leurs revendications. On compte rendu de Nima Sadio. Le syndicat national des travailleurs de l'hôtellerie, restaurants, bars et salles de jeu du Sénégal souffrent des nouvelles mesures prises pour freiner la seconde vague de la pandémie. Il attire l'attention des autorités. Le syndicat lance l'alerte sur les possibles pertes d'emploi du secteur. Nous voulons que l'État prenne des mesures concernant les licenciements et les fermetures dans ce secteur. Si vous voyez, depuis le premier vague, au mois de mars 2020, le secteur le plus impacté, c'est le secteur de l'hôtellerie. C'est le secteur de l'hôtellerie. On a fermé le transport aérien, on a fermé la voie terrestre, on a plus de tourisme dans notre pays. L'État continue de parler des fonds. Même le discours du chef de l'État du fin d'année, il a dit qu'on a donné des fonds, le secteur le plus impacté, c'est le secteur de l'hôtellerie. Ces fonds-là, nous voulons des éclaircissements sur les fonds. Le secrétaire général national fustige et remet en cause le couvre-feu. Il invite ses camarades à se faire entendre. Qu'on a organisé sans les représentants des travailleurs. Chaque fois, si vous regardez les télés, vous voyez que le patronat, Racine Sy et le ministre de tutelle. Même le ministre de tutelle ne nous a jamais convaincus pour le problème de l'hôtellerie. Même en voyant, tu ne vois aucun acteur syndical dans les réunions. Et c'est nous qui représentons les travailleurs. C'est nous qui connaissons les problèmes des travailleurs, ce n'est pas le patronat.
Voilà, c'est ça. Il faut qu'on associe sur les réunions. La Fédération générale des travailleurs du Sénégal, par la voix de son secrétaire adjoint, insiste sur les effets néfastes de cette mesure. En outre, lors de la première vague, plusieurs établissements hôteliers ont opéré des contractions d'effectifs avec le licenciement de centaines d'employés aujourd'hui placés dans une précarité sociale. Ils ont été contraints de prendre des mesures de survie caractérisées par des pertes d'emploi, des fermetures, de la réduction du personnel et de la diminution des salaires. Avec ce couvre-feu, plusieurs d'entre eux risquent de mettre la clé sous le paillasson. Avec les nouvelles mesures restrictives, beaucoup de secteurs risquent de connaître des pertes d'emploi. Les syndicalistes, tout comme les travailleurs, comptent s'organiser pour pousser l'État à revoir sa décision d'instaurer le couvre-feu. Les transporteurs n'approuvent pas les nouvelles restrictions consécutives à l'arrivée de la seconde vague du coronavirus. Les transports publics craignent une nouvelle traversée du désert suite à l'annonce du ministre de tutelle à la gare routière de Petersen, Mame Seynabou Babou et Cheikh Diop. Au garage de Petersen, l'on assiste à une course contre la montre. Les clients courent vers les bus pour pouvoir rentrer à temps. Près des portières, des groupes compacts de passagers et justement, les moyens de transport public comme privé sont obligés de revoir leurs effectifs. C'est vraiment difficile pour nous, mais nous allons l'accepter puisque les mesures ont été allégées cette fois-ci. Nous pouvons prendre 30 places assises et 10 debout, c'est mieux que rien. Il n'y avait pas d'embouteillage à Dakar, on allait travailler normalement. À Guédiawaye, le ticket c'est à 250 francs CFA. Et si vous multipliez 250 par 40 places, bon, nous ne gagnons pas beaucoup, mais c'est mieux. Pour Mansour, chauffeur de Tata de la ligne 27, cette nouvelle mesure restrictive n'arrange ni les transporteurs, encore moins les clients. Si le nombre de places assises est diminué, ça va vraiment nous impacter. Nos versements vont baisser. En plus, les clients aussi vont en pâtir. Déjà, il fait 17 heures et le garage est plein de clients. Personne n'arrive à trouver un véhicule. Parfois, les clients insistent pour avoir une place alors que le véhicule a déjà fait le plein. À bord de son véhicule, le moteur au point mort, Modou, chauffeur de Ndiaga Ndiaye, ne voit aucun impact à leur niveau. À mon niveau, il n'y a pas vraiment de changement. Durant le début de la pandémie, nous avions respecté toutes les mesures édictées par notre ministère de tutelle. On n'a occupé que les places assises. Depuis lors, il n'y a plus de places debout. 80 places sur 110 pour les bus Dakar Demdik, 50 sur 80 places pour les bus Tata, plus de places debout dans les cars rapides et Ndiaga Ndiaye. Ces nouvelles mesures dans le secteur du transport en commun sont loin d'être appréciées par les transporteurs et les usagers. Mame Seynabou Babou, parallèlement, les transporteurs interurbains opèrent des réaménagements comme le changement des horaires de départ. Tout cela pour se conformer au couvre-feu décrété par le chef de l'État. Un reportage de Aïssatou Kane et Moussa Fall. Les transporteurs urbains, pour faire face aux restrictions, sont contraints de réajuster les horaires de départ des transports. Une fois qu'on a entendu la déclaration du président de la République, après le décret qu'il a mis sur place, nous avons pris toutes nos dispositions pour faire sortir les véhicules avant 21h dans la région de Dakar, y compris dans la région de Thiès, qui concerne le couvre-feu. Maintenant, nous, notre travail a une spécialité parce que les clients font leur réservation une semaine avant, 2 jours avant, 3 jours avant. Dès que nous avons entendu le décret qui décrète le couvre-feu, nous avons pris toutes nos dispositions pour convoquer les clients à partir de 15h
pour que 17h00, 17h15, on quitte Dakar pour sortir la région dans Dakar et la région de Thiès que le couvre-feu concerne. Pour échapper au diktat du coronavirus, les transporteurs lancent un appel au ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Nous lançons un appel au ministre des Transports pour qu'il prenne toutes ses dispositions de ne pas arrêter les véhicules ou de ne pas fermer les routes parce que le Sénégal nous concerne, nous tous. Et que les Sénégalais doivent prendre toutes leurs dispositions pour assurer les mesures barrières que le ministre de la Santé a été dit pour que le bien-être de nous tous. La bonne nouvelle pour ces transporteurs, le voyage interurbain reste autorisé pour le moment. Le ministre des Transports terrestres en a fait l'annonce lors de la conférence de presse du gouvernement. Chercher des raccourcis ou prendre les 2 roues ou tchak-tchak, voilà entre autres alternatives que certains ont trouvées pour arriver chez eux avant 21h, l'heure du couvre-feu. À Colobane, nos reporters Abdourahmane Ly et Cheikh Diop ont rencontré des travailleurs et c'est une course contre la montre. Malgré une heure de descente tôt, ils sont toujours bloqués dans les embouteillages. Regardez. Cet homme vient de descendre d'un bus. Il démarre sa journée de travail à Colobane et s'active dans le domaine de l'impression. Il ferme boutique habituellement à 19h, 20h, mais depuis le couvre-feu, il termine plus tôt, à l'image de Cheikh Oufaya, pour arriver chez lui avant 21h. Je suis obligé de descendre tôt parce qu'il y a un couvre-feu. Respecter donc les réglementations étatiques, on est obligé de le faire, de descendre tôt. Voilà. Vers 17h30. Je commence tôt pour pouvoir finir tôt, c'est-à-dire vers 14h, car j'habite loin. Je vends mes marchandises ici jusqu'à une certaine heure, avant de me rendre dans mon quartier pour faire de même avec des clients que j'ai là-bas. Pour arriver chez lui avant l'heure du couvre-feu, ce chauffeur se trouve des raccourcis pour échapper aux embouteillages. Il a passé 3 heures dans la circulation le premier jour du couvre-feu. Nous sommes obligés de chercher des raccourcis pour arriver à temps chez nous. Sinon on peut durer dehors et ce jusqu'à 21h, l'heure à laquelle le couvre-feu est censé démarrer. Avec ces embouteillages monstres constatés à une certaine heure, ce n'est pas évident. Donc on est obligé de tout faire pour qu'à cette heure, nous soyons chez nous. Ce jeune homme travaille dans un centre d'appel. Il n'a qu'une heure pour arriver chez lui avant l'heure du couvre-feu. Dès sa descente, il prend un scooter pour arriver à temps chez lui. On prend des tchak-tchak comme on dit au Sénégal. Ce sont les motos Jakarta ou les scooters, engins scooters, que des jeunes Sénégalais ont mis en place pour faire un peu de business. Et pendant les temps de Corona, on a souvent tendance à voir que les jeunes ils participent pour aider les gens à rentrer chez eux. Nos interlocuteurs invitent par ailleurs les forces de l'ordre à rendre le trafic plus fluide, ce qui pour eux faciliterait le respect du couvre-feu. La Ziara de Bambilor annulée, la seconde vague de la Covid-19 est à l'origine de cette décision du Khalif de Bambilor. Le chef religieux s'inquiète de la progression de la maladie au Fouta et recommande aux populations le respect des mesures barrières. Serigne Diop, secrétaire général de la Ziara de Bambilor, et au micro de Babacar Seck. Dans un contexte de pandémie qui est dans sa deuxième phase, une deuxième phase extrêmement mortelle, préoccupante. C'est la raison pour laquelle la ziara annuelle dédiée à Feu Thierno Djibril Ousmane Ba, qui aurait dû avoir, bien qui devrait avoir lieu le 13 mars 2021, est annulée cette année. Il demande aux fidèles, amis et sympathisants de Fouta, de la Casamance, des autres régions du Sénégal, de respecter cette recommandation pour la fin de cette pandémie au Sénégal et dans le monde. Des recommandations à l'intention des talibés, des fidèles, des amis de la zone de Matam
où la pandémie est en train de sévir gravement, qu'ils respectent les mesures barrières. Et il le recommande d'ailleurs pour tous les Sénégalais, mais à plus forte raison les zones qui sont actuellement des zones de pandémie, où vraiment la maladie est en train de faire des ravages. L'instauration du couvre-feu est un pan face à la progression de la Covid-19. Les activités s'arrêtent en dépit du manque à gagner. Mais comme pour remuer le couteau dans la plaie, les malfaiteurs s'engouffrent dans la brèche pour dépouiller d'honnêtes citoyens. À Arafat, un quartier de Grand Yoff n'échappe pas à ce phénomène. C'est un reportage de Mam Astoukan. Les malfaiteurs font du couvre-feu un moment privilégié pour mettre en branle leur stratégie pour combattre leur sale besogne. Grand Yoff, quartier Arafat, un vrai melting pot. Cette localité n'est pas épargnée. En tout cas, Mamadou Ba, commerçant, et Souleymane Thiam, menuisier établi devant sa maison, ne diront pas le contraire. On le vit comme d'habitude parce que ce n'est pas nouveau pour nous. Ils profitent toujours de ces événements pour faire cela. La faute incombe au gouvernement car ce couvre-feu n'a aucun sens. Ça leur facilite aussi la tâche car ils en profitent pour arrêter les voitures. C'est toujours comme ça. Après chaque rencontre ou combat de lutte, on pense souvent que c'est des supporters mécontents, mais tel n'est pas le cas. C'est tous des agresseurs. Les gens n'en pouvaient plus de ce couvre-feu. Du coup, ils se sont révoltés. Si tu as une affaire avec le gouvernement, vaut mieux le régler avec lui, mais pas avec la population qui est innocente. Des malfrats armés jusqu'aux dents qui ne reculent devant rien, selon Mamadou Ba, ils fustigent l'absence des forces de l'ordre à ses yeux. Non, pas du tout. Au moment des faits, la police n'était pas encore là, car elle est venue un peu trop tard. Les jeunes ont tracé leur propre voie et la police n'a amené que 2 véhicules pour cette foule immense. Et quand les policiers n'ont rien pu faire, ils sont rentrés. Mission difficile pour les forces de sécurité qui veillent au grain pour le respect des mesures liées au couvre-feu et simultanément veillent à la protection des personnes et de leurs biens. Le Sénégal, comme la plupart des pays du continent, attend les futurs vaccins contre la Covid-19, non sans une certaine appréhension. À la rencontre des populations, les avis diffèrent sur le sujet. Si certains sont d'accord pour se faire vacciner, d'autres par contre sont catégoriques et suggèrent même que le président se fasse vacciner en premier pour donner l'exemple. Ndaïna Sidjouf. Dans la stratégie nationale de vaccination des populations contre la COVID-19, les cibles prioritaires sont le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les personnes vivant avec des comorbidités et les personnes âgées. Ces dernières donnent leurs avis sur le futur vaccin. Nous sommes à Gueule Tapée. Si c'est pour être immunisé contre le Covid-19, c'est une bonne chose et je suis prêt à me faire vacciner. Seulement, on voit sur les réseaux sociaux des vidéos qui montrent des gens vaccinés qui meurent sur le coup. Et là, ça fait flipper. Ce taximan suggère plutôt que le président et sa famille se fassent d'abord vacciner. Pour ma part, cela va dépendre de la fiabilité du vaccin. J'aimerais qu'on vérifie le vaccin et que les autorités qui vont l'amener se fassent vacciner d'abord. Je veux parler du président Macky Sall, des ministres. Après, on verra avec le peuple. Cet homme est plus catégorique. Pour lui, il est impensable de se faire vacciner. Je ne vais jamais me faire vacciner, mes enfants non plus, pour la bonne et simple raison que je ne fais pas confiance à ce vaccin. Le Sénégal, comme la plupart des pays du continent, attend le futur vaccin contre la COVID-19, non sans une certaine appréhension, si on en croit nos interlocuteurs.
Nancy Diouf, s'agissant du bulletin santé de ce jour, 8 nouveaux décès sont enregistrés avec 296 nouvelles contaminations sur 2270 tests. 34 cas graves sont admis en service de réanimation et 131 patients sont déclarés guéris. Comment industrialiser le Sénégal dans ce contexte économique? Il faut d'abord faire beaucoup d'efforts pour améliorer l'environnement des affaires, la formation professionnelle et technique, les infrastructures, entre autres. C'est l'avis de Ibrahim Makodou Fall. Écoutons l'industriel, il est au micro de Djeba. Ce processus requiert, disons, que des mesures fortes soient prises pour améliorer l'environnement des affaires, pour améliorer nos infrastructures, que ce soit d'énergie, de transport, de communication. Ça suppose aussi qu'on ait un dispositif de formation professionnelle et technique performant pour avoir les ouvriers, les techniciens, les ingénieurs qualifiés pour soutenir ce plan d'industrialisation. Il faudrait aussi qu'on puisse lever les contraintes qui pèsent sur les entreprises. Des contraintes d'ordre structurel pour leur permettre d'être compétitifs sur le marché d'exportation. Parce qu'une industrialisation suppose qu'on ait une activité exportatrice très forte d'abord, et puis qu'on puisse, développer des activités porteuses d'emploi et de croissance. Le déclic, c'est d'abord un engagement fort de notre État. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une volonté politique exprimée au plus haut niveau pour relancer l'industrialisation de notre pays. Il y a eu beaucoup d'exemples, beaucoup d'entreprises qui étaient à l'arrêt, qui ont repris leur activité. Nous-mêmes, il y a eu les ICS, il y a eu la Sonacos. Bref, notre tissu industriel s'était effondré. Et depuis 2012, il faut reconnaître quand même qu'il y a un léger mieux. Ibrahim Makodou Fall était l'invité de la matinale de e-radio. De l'autre côté, Ibrahim Dia, l'autre invité, de son côté, insiste sur les entreprises sénégalaises qui doivent collaborer avec celles africaines, surtout dans le cadre de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. L'économiste et expert en chaîne de valeur se dit préoccupé par ce qu'il appelle des préalables, à savoir l'énergie, les infrastructures, le foncier. Ibrahim Dia est également avec Djeba. Le premier préalable étant l'énergie, le second préalable étant les infrastructures, le troisième c'est le foncier aménagé. On ne peut pas régler les problèmes d'industrialisation. Et que ce qui s'est passé après les années d'indépendance a confirmé cette vision, puisque avant l'indépendance, nos industries avaient un marché qui était le marché de l'AOF. Dès qu'on est entré dans l'indépendance, les États sont refermés et notre marché est devenu réduit. C'est à cause de cela que beaucoup d'entreprises ont périclité. Donc la ZLECAf offre une nouvelle opportunité pour que nos entreprises se développent à une échelle continentale, mais dans une perspective de chaîne de valeur, dans une perspective de coopération et non pas dans une perspective de compétition. Il faut que nos entreprises développent des stratégies de collaboration avec d'autres entreprises, avec d'autres producteurs au niveau non seulement du Sénégal, mais aussi au niveau des autres pays africains, pour avoir des chaînes de valeur. Je donnais l'exemple du coton. Nous pouvons avoir des industries cotonnières ici, de production textile, qui vont prendre non pas du coton, mais des fils qui sont produits au niveau du Burkina ou d'ailleurs, mais qu'au niveau de la base, au niveau du paysan, qu'il y ait de l'égrenage déjà qui est fait sur place. Ce qui fait que sur toute la chaîne, il y a quelqu'un qui y gagne. Le paysan gagne non seulement à produire, mais il gagne aussi en faisant la première étape de la transformation. Ensuite, il y a une seconde étape jusqu'au niveau final. Donc c'est cette vision-là qu'il faut avoir et ne pas être dans une logique de compétition comme la vision néolibérale est en train de nous y pousser. Et football qualifié en phase de poule de la Ligue africaine des champions. Teungueth FC connaît ses adversaires. Youssoufa Dabo et ses hommes héritent de la poule D en compagnie de l'Espérance de Tunis, du Zamalek, champion égyptien, et du MC d'Algérie. Pour passer au prochain tour, le capitaine Muntaro Baldé et sa bande devront sortir l'artillerie lourde face à des clubs capés du continent comme le Zamalek. Il s'agit des clubs les plus titrés. Il s'agit d'un des clubs
d'un des clubs les plus titrés du pays et du continent africain. Le Zamalek a remporté un total de 73 trophées. Football toujours, le Giraffe de Dakar sera opposé à l'équipe zimbabwéenne du Platinum pour le tour du cadrage qualificatif aux phases de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. Les matchs auront lieu les 14 et 21 février prochains avec un match aller à Harare au Zimbabwe. Initialement engagé en Ligue africaine des champions, l'équipe zimbabwéenne a été reversée en Coupe CAF après son élimination par le champion de la Tanzanie FC Simba. Le Mauritanien Ahmed Yahya, dont la candidature à la présidence de la Confédération africaine de football nécessite des vérifications complémentaires, a annoncé qu'il répondra avec enthousiasme à la commission de gouvernance de l'instance continentale. Ahmed Yahya, le président de la Fédération mauritanienne de football, dans un tweet est catégorique, je le cite, « Je répondrai avec enthousiasme à l'audition organisée au Caire le 28 janvier 2021 afin de démontrer la qualité de notre projet, seul à offrir au football africain l'avenir radieux qu'il mérite. » Fin de citation. Limogé à la tête de la présidence du club Guédiawaye FC, Thialis Faye est revenu cet après-midi en conférence de presse sur sa gestion du club durant les 3 ans, sur le problème juridique avec le joueur béninois Narcisse Batila, le transfert scandaleux de Laurent Mendy en Norvège. Pape Thialis se veut clair, il ne regrette rien. Écoutons-le au micro de Mohamed Ndiaye. J'ai géré le club en y injectant mon propre argent comme apport personnel et les subventions reçues de la Fédération sénégalaise de football durant les 3 dernières saisons, de 2017 à nos jours. Dans la saison 2017-2018, on a dépensé 76 228 881 et la subvention de la Fédération c'était 5 millions parce que le club était en L1. La saison 2018-2019, le budget la dépense était de 65 430 000. Subvention de la fédération en L2, c'était 2 500 000. Et la saison 2019-2020, c'était 33 620 150 parce que la saison n'était pas terminée. Et la subvention de la fédération était des fonds Covid de 10 millions. Maintenant, durant ces 3 saisons, l'apport de l'association GFC n'a été que de 550 000 francs. Répartis comme suit. La saison 2018-2019, donc ils ont payé 200 000, c'était pour la régularisation de 4 paiements de location du stade Amadou Barry, parce que pour jouer un match officiel, on louait le stade à 50 000 francs. Donc ils ont régularisé les 4 paiements, ça fait 200 000. La saison 2019-2020, ils ont régularisé aussi le paiement d'une prime mensuelle égale à 350 000 francs. Donc voilà, durant les 3 années, la participation de l'association GFC Guédiawaye Football Club. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information en continu sur www.emedia.sn à suivre ce soir. IGE avec Khalifa Diakhaté, mais à 21h15, retrouvez Alassane Samba Diop dans Question Directe. La ZLECAF à l'honneur avec Dr Abdourahmane Diouf. Bonsoir.